À quoi nous sert l'énergie? Par exemple, à modifier une température, par exemple, à modifier une vitesse, par exemple, à modifier une forme, par exemple, à modifier une composition chimique. Alors, quand je dis ça nous sert à, ça peut aussi être dans l'autre sens. Un changement de composition chimique fournit de l'énergie. Par exemple, à faire tourner un moteur électrique. Par exemple, à changer, ou exactement, on en récupère quand on arrive à changer une composition atomique. Il y en a également qui intervient quand on fait interagir de la matière et du rayonnement, qui vous intéressera particulièrement à partir du mois de juillet. Donc, d'une manière générale, enfin, sous nos latitudes, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens de l'hémisphère sud ici. Donc, d'une manière générale, l'énergie, c'est par définition la marque du changement. Et donc, compter de l'énergie ou compter du changement, quelque part, c'est exactement pareil. Hein, c'est quelque part exactement pareil. Alors, ce qui a radicalement changé, on va dire, la face du monde, depuis le début de la révolution industrielle, c'est un peu le génie des physiciens, un peu le génie des ingénieurs, et beaucoup ce que je vais vous raconter maintenant, c'est-à-dire que l'énergie est disponible en quantité quasi infinie à des prix quasi nuls. Et ça a permis à chacun d'entre nous d'accéder à des objets multiples qui, si l'énergie n'était pas là, seraient disponibles en un exemplaire, mais ça ne ferait pas de la consommation de masse. Alors pour ça, je vais comparer l'énergie multiséculaire qui a été la nôtre, c'est-à-dire celle de notre propre corps, avec l'énergie qui est aujourd'hui fournie par toutes les sources modernes, entre guillemets, auxquelles on a accès. Alors je vais commencer par notre propre corps, et il y a probablement des gens qui font de la montagne dans cette salle, et les gens qui font de la montagne, il leur est peut-être arrivé un jour de faire 3000 mètres de dénivelé dans la journée. Si vous avez fait ça, vous vous rappelez qu'en général, on est un peu fatigué à l'arrivée. Eh bien, quand vous avez fait ce genre d'effort, vos jambes ont développé pendant l'effort. Je néglige le fait que vous avez toujours des ascensions un peu supérieures à la ligne de pente, hein, puisque vous montez, vous redescendez, etc. Mais bon, vous allez développer pendant l'ascension une énergie mécanique qui est de l'ordre d'un demi-kilowattheure. Hein. Le fait de lutter contre la gravitation va faire que vos jambes vont restituer de l'ordre d'un demi-kilowattheure d'énergie mécanique pendant cette ascension. C'est ridicule. Hein. Comme un être humain normalement constitué est assez peu capable de faire ce genre d'effort tous les jours de l'année pendant 365 jours et de recommencer l'année d'après, l'ordre de grandeur qu'on peut retenir, c'est qu'avec ses jambes, un être humain est capable de fournir de l'ordre de 100 kWh d'énergie mécanique dans une année. Hein, je dis bien de l'ordre, ça veut dire que vous faites ça un jour sur deux, c'est déjà pas mal. Oh, les guides chamoniards doivent y arriver. Admettons que, à la place d'avoir des machines à moteur variable, d'une marque que je ne citerai pas, vous ayez dans une usine uniquement des esclaves à jambes fixes pour pédaler, pour vous fournir l'énergie mécanique qui fait tourner les machines. Hein, donc vous avez des gens, ils pédalent. Vos gens qui pédalent sont donc capables de vous fournir maximum 0,5 kWh dans la journée. Si ces gens-là, vous les payez au SMIC, eh bien, vous allez payer votre kilowattheure d'énergie mécanique quelques centaines d'euros. Quelques centaines d'euros. Est-ce que vous savez combien vaut un kilowattheure d'électricité? Non, non, pas 0,40, 0,10. En gros, hein, 0,12, voilà. Là, ça va vous coûter 200 € le kilowattheure d'énergie mécanique. Et ça, encore une fois, c'est si quelqu'un est capable de faire ça tous les jours, sinon c'est plutôt 500. Alors maintenant, on va être politiquement très incorrect. Admettons que vous n'utilisiez pas quelqu'un de payé au SMIC, mais vous prenez un esclave. Vous ne le payez pas du tout. Sauf que votre esclave, si vous voulez conserver votre actif, vous avez quand même intérêt à lui trouver un toit, de quoi manger, de quoi se vêtir si vous ne voulez pas qu'il soit embarqué par les flics, et de quoi se maintenir à l'abri des maladies, des prédateurs, etc. Eh bien, rien que ça, si vous le ramenez à l'effort qu'il va pouvoir fournir, ça vous coûte encore quelques euros à quelques dizaines d'euros le kilowattheure d'énergie mécanique. Rien que ça. Je vous ai pris l'exemple de l'électricité. Là, je vais vous prendre l'essence. Vous savez que l'essence vaut très cher, on n'arrête pas de le répéter. Dans un litre d'essence, vous avez 10 kWh d'énergie thermique. Vous faites passer ça dans un moteur, vous allez en récupérer entre 2 et 4 kWh d'énergie mécanique, qui, en coût marginal, je néglige l'achat du moteur, va vous fournir 1 kWh d'énergie mécanique à quelques dizaines de centimes. Dit autrement, le travail en Occident, à transformation de l'environnement identique, hein, si je prends la puissance mécanique d'action sur l'environnement que nous avons, eh bien, ça va coûter 1000 à 10 000 fois plus cher que l'énergie mécanique issue de la combustion des énergies fossiles au sens large. Hein. Votre pouvoir d'achat, il est là. La mondialisation, elle est là. L'industrialisation de masse est là. Et tous les changements que la société a connus progressivement au cours de l'industrialisation des pays qui ont suivi ce chemin vient de là. Dit autrement, quand on va commencer à avoir un goulet d'étranglement sur l'énergie,
une bonne partie de ce qu'on considère être les acquis sociaux seront de fait détricotés par des évolutions qu'on ne comprend pas comme venant de cette histoire d'énergie, mais en fait, c'est de là que ça va venir. Alors, voilà comment a évolué la quantité d'énergie consommée par personne en moyenne mondiale depuis la fin du XIXe siècle. Je vous ai mis ça dans une unité tout à fait inorthodoxe, c'est-à-dire des kilowattheures par personne et par an. Je suis désolé pour les kilowattheures. Alors, ce que montre ce graphique, c'est un certain nombre de choses. La première, c'est que vous voyez que la quantité d'énergie consommée par personne et par an, qui au début du XXe siècle, enfin à la fin du XIXe siècle, était de l'ordre de 2000 kWh, eh bien, est passée à de l'ordre de 20 000 kWh un siècle plus tard. Donc, en première approximation, alors ce truc est hors bois, mais le bois ne fournit pas beaucoup d'énergie mécanique, donc pour la suite du raisonnement, ce n'est pas très gênant. Hors bois, on a multiplié en gros par 10 l'approvisionnement énergétique par personne, ce qui veut dire que toute chose égale par ailleurs, l'aptitude à se servir de l'environnement a été multipliée par 10 par personne. Hein, bien, toute chose égale par ailleurs. La deuxième chose que vous voyez sur ce graphique, c'est qu'il y a deux périodes. Il y en a une première qui va du début de l'ère industrielle jusqu'à 1980, où en gros, à part un petit accident, ça augmente en permanence. Alors ça augmente pas très vite jusqu'au début des 30 Glorieuses, extrêmement vite pendant les 30 Glorieuses, et en 1980, pof, ça s'arrête d'augmenter. Et si je regarde le taux moyen de croissance, le taux annuel moyen de croissance de la quantité d'énergie par personne depuis 1980 jusqu'à maintenant, je trouve quelque chose qui est un ordre de grandeur en dessous de ce qu'on avait avant. Donc vous avez eu une rupture de pente extrêmement forte, et je vous montrerai un peu plus tard avec une règle de 3 la conséquence que j'en tire, une rupture de pente extrêmement forte sur la quantité d'énergie disponible par personne à l'échelle mondiale. Et cette affaire-là est notamment liée à quelque chose que vous ne voyez pas très bien sur ce graphique, mais vous pouvez me croire sur parole, qui est que la quantité de pétrole par personne est passée par un maximum en 1980 et qu'elle décline depuis. Hein, la consommation de pétrole par terrien est déjà partie à la baisse. La dernière chose que vous voyez là-dessus, c'est qu'en valeur absolue, on est d'un niveau extrêmement élevé aujourd'hui, puisqu'on est à peu près à 20 000 kWh par personne et par an. Et si je reprends ce que je vous ai raconté tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un être humain, c'est de l'ordre de 100 kWh par an, maximum, peut-être 10 s'il utilise que ses bras, eh bien, ça veut dire qu'en moyenne mondiale, vous savez bien que la moyenne ne veut rien dire, mais en moyenne mondiale, eh bien, chaque terrien dispose, via l'énergie fossile et marginalement le reste qui a été mise à sa disposition, de l'équivalent de 100 à 200 organismes humains disponibles en permanence pour assurer les services que lui procure aujourd'hui l'énergie. Donc en gros, s'il n'y avait plus d'énergie pour les machines à laver la vaisselle, les pompes, les ascenseurs, etc., ben pour remplacer tout ça, il faudrait de l'ordre de 200 personnes, de 200 esclaves par habitant. Alors pour un Français, on est plutôt à 500, et pour un Américain, on est plutôt à 1000. Et en fait, le truc qui est politiquement monstrueux dans cette histoire, c'est que même le SMICAR français n'est pas à un niveau physiquement soutenable. Ça va bien être ça le problème auquel il va falloir s'attaquer. Pourquoi est-ce que le charbon est resté à un niveau constant par personne depuis un siècle, alors qu'en France, on se fait souvent l'idée que c'est une énergie du passé? Tout simplement parce que les 2/3 du charbon mondial servent à faire de l'électricité. En fait, vous verrez un peu plus tard que la première source de production électrique dans le monde, c'est le charbon. Hein, pas du tout ni le nucléaire ni les barrages. La consommation d'électricité a très fortement cru sur la deuxième moitié du XXe siècle. La consommation d'électricité totale de l'humanité en 1945 était à peu de choses près la consommation d'électricité en France aujourd'hui. Hein, donc ça a connu une envolée absolument spectaculaire. On est passé de 600 à 20 000 TWh entre 1945 et aujourd'hui. Le pétrole, lui, c'est l'énergie de la mobilité. Et de la pétrochimie un peu, 10% du pétrole à peu près, mais surtout de la mobilité, donc la moitié du pétrole va dans les transports. En fait, les spécificités de chaque type d'énergie font que, historiquement, comme vous pouvez le voir là, elles se sont empilées et pas du tout cannibalisées. Donc on n'a pas du tout eu, historiquement, des énergies qui se sont remplacées les unes les autres, elles se sont empilées les unes sur les autres. Voilà à quoi ressemble vraisemblablement, sur une période beaucoup plus longue, l'histoire géologique, enfin l'histoire des hommes et du pétrole. Donc nous sommes là, avant 1870, hein, on ne vous a pas mis l'histoire, et en gros, ce que vous dit cette affaire, c'est qu'on est au maximum, y compris, hein, quand je parle de pétrole, c'est l'offshore profond, les extra lourds, etc. Hein, c'est tout ce qu'on sait racler sous terre et qu'on sait faire sortir. Question, que va devenir le prix?
Et réponse, 1, je n'en sais foutre rien, et 2, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne question. Alors pourquoi est-ce que je ne suis pas sûr que ce soit la bonne question? Parce que comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ce qui compte en matière d'énergie, c'est le volume que vous êtes capable d'injecter dans le système productif, et je pense que ce n'est même pas une affaire de prix. Si demain matin, je divise par 2 l'approvisionnement énergétique de la France en maintenant par un système d'encadrement des prix l'énergie au même prix, je vous enlève quelques dizaines de pourcents du PIB, et ce n'est pas une affaire de prix de l'énergie. Hein? Si j'interdis aux camionneurs, même à prix de l'énergie constant, de rouler un jour sur 2 parce que je leur divise par 2 la quantité de gasoil que je leur livre, une bonne partie des industriels et des commerces font faillite, et ce n'est pas une affaire de prix de l'énergie. Hein? C'est une affaire de volume. Hein? Donc, voilà la courbe dont je parlais tout à l'heure. En violet, sur cette courbe, on a la variation de la production mondiale de pétrole depuis 1965. Alors, comme j'ai fait une moyenne mobile sur 3 ans, la donnée n'apparaît qu'à partir de 68. Et en bleu, j'ai la variation du PIB par personne en moyenne mondiale. Alors, encore une fois, corrélation ne vaut pas cause, mais pour moi, c'est très cohérent avec le fait que l'énergie est devenue le premier facteur de production et que par ailleurs, le système économique mondial est totalement dépendant des transports. Et donc, il y a quelque chose de logique dans le fait que je trouve une variance une covariance encore plus forte avec le pétrole qu'avec les autres énergies. Et le truc intéressant surtout pour moi, c'est ce qui s'est passé là. On voit bien que le pétrole précède le PIB et non pas le suit. Et donc, c'est une manière de dire que ce n'est pas la crise économique qui fait baisser la consommation de pétrole, c'est la contrainte sur le pétrole qui crée la crise économique. Hein? C'est la contrainte en volume sur l'énergie qui engendre une crise dans l'appareil productif.